On m'a invité pour participer à la série. C'était pour savoir comment on préserve en fait ces lieux d'incarcération. Donc le titre c'est prison et emprisonnement, mais surtout comment valoriser en fait les sites. Donc quelques définitions pour commencer. Donc tu peux passer au troisième. Donc la prison en fait, si on doit commencer par expliquer les choses, il faut déjà définir donc une prison. Comme vous pouvez voir, il y a deux types de prisons. Donc une prison, c'est un lieu de détention dans un bâtiment de superficie variable, comme notre collègue vient de le démontrer. Et un établissement pénitentiaire est généralement clos et aménagé pour recevoir des individus condamnés par les tribunaux ou autres instances de pouvoir, comme professeur Eve l'avait dit aussi tout à l'heure. Donc le centre de détention provisoire, ça peut être par exemple les postes de police qui sont ouverts 24 heures sur 24 dans les petites villes, dans les quartiers ou dans des secteurs définis. Et ces postes ou antennes de police dépendent d'un commissariat d'une plus grande ville auquel ils sont rattachés. Et certains abritent un lieu de détention provisoire. Nous avons ensuite les établissements pour peine. Il y a des centres de détention. Ce sont des lieux accueillant les détenus, présentant les meilleures perspectives de réinsertion sociale. Et nous avons les centres pénitentiaires. Ce sont des établissements de grande taille abritant différents types de détenus. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'un prisonnier ? Un prisonnier est un individu qui est pris ou qui se fait prendre par la police. Il est détenu en prison et ne jouit pas de liberté de mouvement. Il y a deux types d'individus qui sont détenus, donc qui sont prisonniers. Il y a celui qui est condamné à une peine privative de liberté et celui qui est en instance de jugement. Donc, aussi loin qu'on remonte dans l'histoire du peuplement de Maurice, on retrouve des prisonniers. Il y avait des navires hollandais, des navires français, des navires britanniques qui ont transporté des prisonniers et ils devaient en général effectuer des travaux forcés. Parmi les termes employés pour désigner les prisonniers, il y a le mot anglais « prisoner ». C'est un individu envoyé en prison légalement pour être puni pour un crime ou qui attend un procès. Donc c'est un individu qui est soit capturé, soit emprisonné. Le deuxième terme, le bagnard ou le forçat, traduit en anglais par convict, c'est la personne reconnue coupable d'une infraction criminelle et purgeant une peine d'emprisonnement. Et le troisième, le vagabond ou le vagrant, c'est une personne sans domicile fixe qui erre au hasard d'un endroit à l'autre sans forcément avoir de moyens financiers. Donc cela concerne à l'époque des engagés qui arrivent sur un contrat dont on a parlé tout à l'heure. Et à la fin de leur contrat, c'est un moyen pour les forcer à s'engager de nouveau pour travailler dans les champs de canne, parce que s'ils refusent d'avoir un contrat et s'ils errent ici et là, ils sont considérés comme des personnes qu'on peut arrêter. Quand on parle de la prison et des prisonniers, bien sûr, il faut se tourner vers le personnel, ceux qui gèrent aussi les prisonniers. Donc, à Maurice, en 1826, on retrouve en troisième position le deuxième assistant-chef de l'île. C'est lui qui inspecte les prisons 2 fois par semaine pour s'assurer de la propreté, de la distribution des vivres et aussi pour contrôler les mesures d'élargissement ou de détention générale des détenus. En 1826, de la liste des gardes de police, on retrouve le gardien de bagne Stanley. Il y a aussi l'assistant gardien de bagne Meyepa et Jean-Baptiste Barbeul est en charge des prisons. Il y a 2 types de prisons, criminelles et policières. Et on retrouve 2 bourreaux, Narcisse et Gabriel. À l'époque, je ne sais pas si c'était pareil à La Réunion, mais à l'époque, on demandait à des esclaves en fait d'effectuer le travail de bourreau et en échange on leur donnait la liberté, si on peut appeler ça la liberté. Maintenant, on va passer à quelques illustrations de différents types de prisons mauriciennes et de l'architecture d'antan.
Donc, d'abord, un exemple de préservation dans le centre de détention au début du XXe siècle. Donc, je reprends les appellations de tout à l'heure. C'est un centre de détention provisoire. Prochain. Voilà, c'est bon. Donc, c'est une station de police qui se trouve à Baie du Cap, tout près de Belle-Ombre, pour ceux qui connaissent. Elle est construite en 1905 et initialement, le bâtiment est construit au moyen de pierres taillées, ensuite recouvert de ciment. Et plus tard, on enlève le ciment de nouveau pour mettre en valeur les pierres. Une deuxième station qui se trouve dans la périphérie de la ville de Port-Louis qui s'appelle Trou-Fanfaron. Il y a aussi d'autres noms, les noms britanniques. Donc, initialement construit en 1767. Et donc, la station de police est un des plus vieux bâtiments du pays et connu comme... qui change de nom après sous l'époque britannique. Et c'est utilisé, bien sûr, pour la surveillance du port et de l'entrée nord de Port-Louis. Cette station abrite aussi une garnison française pour assurer la défense de la baie de Trou-Fanfaron contre l'invasion britannique à l'époque, alors que le bâtiment est pratiquement entouré de la mer. Et dans les années 50, c'est le gouverneur Hilary Blood qui va le faire inscrire sur la liste du patrimoine national. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est quand même les Britanniques qui commencent par la préservation des prisons à Maurice. Et le bâtiment prend feu le 14 août 2017 suite à la négligence, je pense, même si c'est un patrimoine national. Prochain. Maintenant, un établissement pour peine, le centre de détention, la prison centrale de Beaubassin, construite de 1885 à 1887 et donc ouvert en 1887. C'est une prison à sécurité maximale qui accueille le plus grand nombre de détenus de sexe masculin et plusieurs activités sont proposées pour faciliter leur réinsertion sociale. Le centre que vous voyez là, c'est une prison pour les femmes à Beaubassin, construite en 1851, sur un terrain d'environ 1,75 acres. Et donc, les femmes sont transférées de la prison de Port-Louis pour être logées à Beaubassin. Il y a maintenant la prison civile de Port-Louis ou la prison de la Cour de justice, qui existe à l'époque française, 1710-1810, et qui sera reconstruite en 1810. Donc là, je n'ai pas de photo, puisque ça a été démoli. À partir de 1810, bien sûr, on va inculper des personnes, des gens de couleur, des marrons, quelques rares colons qui sont en attente de leur procès. Et ils sont enfermés à partir de 1710. Ça sera détruit en 1810 pour laisser la place au plus grand projet de construction de la colonisation britannique. Et ce bâtiment va remplacer le bagne, qui est une ancienne prison utilisée jusqu'en 1840. Donc le bagne est connu pour l'histoire devenue un peu mythique du prince malgache Ratsitatan, parce personne ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé. Et Ratsitatan, la Tulipe et Cotevoul, 3 condamnés, seront exécutés à Plaine Verte, à Port-Louis. Par rapport à cette époque, le 24 mai 1826, il y aura plusieurs nouveaux règlements qui vont rentrer en vigueur et il y aura 28 articles. Les articles 3 et 6 concernent l'admission et le traitement des prisonniers. Tous les esclaves emprisonnés, sauf les femmes, les apprentis, les enfants et les vieux, doivent être enchaînés. Les articles 7 et 8 concernent les procédures pour la remise en liberté d'un détenu. Les articles 9 et 12 concernent l'alimentation des détenus. Provision est faite pour les rations, 1 livre de riz pour chaque prisonnier et 1 livre et demi pour tout condamné à mort. Le médecin de la prison est autorisé à augmenter cette quantité de nourriture. Les articles 13 à 18, on s'occupe des travaux forcés à être exécutés par les condamnés noirs. Obligation est faite aux prisonniers, hommes, femmes noirs, de casser les pierres, de tirer la charrue pour le ramassage d'ordures dans la ville, et aux enfants et aux vieux de balayer la cour de la prison et le bazar de Port-Louis.
Enfin, les articles 19 à 23 concernent la salubrité de la prison et la santé des détenus. Alors, il faut dire que les Anglais sont revenus en arrière. Ils avaient changé la manière d'emprisonner les personnes, et puis ils se sont rendus compte que c'était bien meilleur à l'époque française. Donc on va revenir en arrière et on va appliquer un certain nombre de règlements pour éviter un peu le désordre. Le centre pénitentiaire, la prison de Port-Louis de 1810 à 1853, puisqu'il faut revoir les conditions d'incarcération et agrandir. Donc, à partir de 1810, 92 cellules sont construites dans 2 corps de bâtiments. Entre 1836 et 1838, un deuxième étage est ajouté, comportant 172 nouvelles cellules, dont 10 cachots d'isolement. En 1840, il y a environ 300 prisonniers. La prison est surpeuplée. Le bâtiment est étendu avec la construction de 48 nouvelles cellules. La construction dure 15 ans. C'est le plus grand bâtiment construit d'une très grande superficie dépassant 3000 mètres carrés. Entre 1850 et 1852, il y aura un 3e bâtiment abritant 26 nouvelles cellules et aussi 27 chambres pour le personnel de la prison et leurs familles. Ces 3 bâtiments sont divisés en 3 sections, une maison de correction, une maison de détention et une prison mineure ou une section pour les femmes. Une église sera aussi érigée dans l'enceinte de la prison et entre 1877 et 1879, on va créer une section pour les vagabonds pour abriter 36 immigrants. De grands murs en pierre forment une ceinture autour du centre pénitentiaire. De janvier 1839 à 1887, la prison centrale de Port-Louis représente la prison coloniale la plus importante. Elle reste opérationnelle jusqu'en 1953. 114 ans après sa construction, la vieille prison va fermer ses portes et c'est la prison de Beaubassin, que je vous ai montré tout à l'heure, qui deviendra la prison centrale. Maintenant, que faisaient les prisonniers? Suite à l'abolition de l'esclavage en 1835, il y a plusieurs apprentis et travailleurs engagés parmi les prisonniers. Vers 1840, la population carcérale change, passant surtout d'anciens esclaves et apprentis à celle des travailleurs engagés et d'anciens immigrants, dont 25% seront des femmes. Il en sera ainsi tout au long du XIXe siècle. Entre 1837 et 1839, 2 ateliers sont construits dans l'enceinte de la prison pour former les prisonniers comme apprentis. Les hommes deviendront artisans spécialisés tels que charpentiers, tailleurs de pierre, fabricants de paniers, cordonniers, etc. Certains travaillent aussi le macadam, destiné à la construction des routes et des matériaux pour les bâtiments publics et privés. Les femmes apprennent le tissage, la couture ou la blanchisserie. Et entre 1839 et 1841, certains détenus sont engagés à l'extérieur de la prison, par exemple pour les travaux publics tels que la construction de la citadelle, aussi connue comme Fort Adélaïde, et certains détenus sont condamnés aux travaux forcés. Ils vont donc construire, tout simplement, ils vont aider à la construction de Port-Louis. En 1891, la prison est surpeuplée, apportant une dégradation dans les conditions de détention des prisonniers. Des émeutes éclatent à la prison. Pour répondre à la question de quelqu'un tout à l'heure, est-ce qu'il y avait des révoltes en commun? L'échafaud en bois qui est préservé, que vous pouvez voir, était utilisé et pour de nombreux condamnés à la peine capitale, certains par pendaison aussi. Il y a aussi, on peut voir, et ils sont condamnés au cours du 19e et du 20e siècle. Prochain. Donc, y a-t-il des prisons classées à l'île Maurice? Il y a une liste qui s'appelle le National Heritage Fund Act de 2003 et cela indique ce qui constitue le patrimoine national du pays par district. Et plusieurs prisons sont classées patrimoine national, mais comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas commencé. C'était les Britanniques qui ont commencé par la préservation. Donc ce que vous voyez là, c'est dans le district de Flac, que vous voyez en grenat. Donc c'est le numéro 7 de la liste. Et ce sont les prisons de Bellemare qui datent de 1783, devenues patrimoine national en 1951. Et là,
c'est sur un timbre, on peut voir ça sur un timbre. Donc les prisons de Bellemare se trouvent sur la propriété sucrière de Constance Lagueté, et la structure du bâtiment est bien préservée et rappelle la détention des esclaves au XVIIIe et XIXe siècle. Les lettres patentes de 1723 donnent des détails sur les divers types de punitions infligées aux esclaves. La prison est construite avec de la pierre basaltique et en mortier de chaux. Le bâtiment est divisé en 3 blocs. Le plus spacieux fait à peu près 6 mètres de long pour des esclaves qui étaient enchaînés. Et il y a plusieurs cellules et les portes d'origine sont plutôt basses. Le prochain. Dans le district de Savane que vous voyez en grenat, c'est la station de police de Souillac et aussi le numéro 6 de la liste, la station de police de Taillac. Et donc là, c'est construit en pierre pendant la colonisation française. C'est le lieu de vie des esclaves au XVIIIe siècle. Et ils se rendent au port Souillac pour le transport du sucre. Donc il y a un port. Prochain. Alors là, le district de Port-Louis, le numéro 77 de la liste, c'est le lieu où étaient détenus les vagabonds, le Vagrant Depot. Donc en 1958, le gouverneur Sir Robert Scott fait passer dans le Government Notice numéro 614 et il décrète le Vagrant Depot comme un monument national. Donc c'était 10 ans avant l'indépendance. Et il y avait un comité qui s'appelait Ancient Monuments Board et là il décidait de ce qu'il fallait préserver. Le bâtiment est reconsidéré une deuxième fois comme un monument national dans le National Monument Act de 1985 de l'île Maurice, parce que tout comme il y a la route des esclaves, il y a la route des engagés et ce dépôt fait partie de l'Indenture Route Project. Ce projet de conservation s'insère donc dans la reconnaissance des biens patrimoniaux au niveau national, régional et international, pas uniquement pour la diaspora indienne, mais pour le monde entier, parce que nous avons quand même une histoire commune. Entre 1810 et 1886, il y a plusieurs travaux d'agrandissement pour accommoder un plus grand nombre de vagabonds. Et entre septembre 1866 et février 1867, une nouvelle salle nommée le Guard Room et un bureau sont construits. Plus de 1000 livres sterling y sont investis. Le bâtiment comprend un dortoir sous forme de 2 grandes salles jumelées pour les prisonniers, les quartiers du personnel de la prison et 6 nouvelles cellules de prison, un mur pour la délimitation et un petit hôpital avec un coin pour la chirurgie. Donc comme vous pouvez voir, ça ressemble sur certains points à ce qui a été présenté par M. Waro dans le type d'emplacement. On retrouve en fait les mêmes types de fonctions et de sections. Plus de 60 000 vagabonds indiens et non indiens y sont enfermés. La population carcérale est donc multiculturelle avec des Indiens de l'Inde, des Indo-Mauriciens, ceux qui sont des engagés qui ont fait le choix de rester à Maurice. Il y a les créoles, des personnes qui sont nées donc dans l'île, et il y a aussi quelques Européens. Juste pour faire la part des choses, tout à l'heure, les Chinois avaient un statut différent parce qu'ils venaient d'un pays communiste. Ils étaient considérés, le terme qu'on utilisait pour eux, c'était des aliens, des étrangers. Ils n'avaient pas le droit de vivre à Maurice. Donc, ils ne sont pas là. Hein. Donc, la plupart des vagabonds étaient des hommes âgés de 18 à 50 ans. Certains savaient lire et écrire. La plupart d'entre eux n'avaient pas respecté les lois une première fois et ils avaient une peine d'emprisonnement de 3 ans. Par ailleurs, le gouverneur Farquhar introduit des prisonniers indiens pour des travaux d'infrastructure en 1814. De manière générale, les prisonniers effectuent les travaux forcés pour les travaux publics. Alors, à l'époque, les Britanniques envoyaient ceux qui étaient prisonniers à vie, ceux qui étaient condamnés à mort, ils les envoyaient dans les îles ou dans d'autres colonies comme en Australie. Donc, les condamnés à mort en Inde étaient envoyés à Maurice. Pas beaucoup, mais environ 1500. Donc, il s'occupait de la construction ou de la réparation des bâtiments publics de la ville de Port-Louis et des faubourgs, ainsi que des voies publiques, des ponts et des canaux. Il cassait les roches et il nettoyait les rues.
Le dépôt sera fermé définitivement en 1886 et les prisonniers seront transférés à la prison de Port-Louis ou dans le nouveau bâtiment à Beaubassin. La protection du patrimoine matériel et immatériel par rapport à l'univers carcéral relève d'une réflexion sur la construction de la mémoire et les raisons pour lesquelles on défend cette position. Cela fait appel à des actions politiques et citoyennes. Il s'agit de réfléchir sur la vision par rapport aux détenus, la manière de les traiter, le rapport avec les droits humains et la peine de mort, entre autres. Prochain, s'il te plaît. Donc, si on pose des questions, la première question, faut-il vraiment protéger ces prisons et pourquoi ? D'abord, il y a le patrimoine matériel que je vous ai présenté, que M. Waro vous a présenté, et tout ce qu'on peut faire avec, et tout ce qu'on peut découvrir en faisant des travaux archéologiques. Mais il y a aussi le patrimoine immatériel, la manière de condamner un individu, et est-ce qu'il y avait des limites ? Par exemple, les vagabonds, c'était quand même un moyen pour les obliger à re-rentrer dans une forme d'exploitation. Il y a la manière de traiter les détenus et les prisonniers, le rapport avec les droits humains et la peine de mort. Et il y a aussi la reconversion des prisonniers et les leçons qu'on peut tirer du passé. Alors, ça serait trop long pour tout vous dire, mais par exemple, parmi il y avait un condamné à mort en Inde qui arrive à Maurice, qui fait des travaux forcés, il fait des études, il devient médecin. Ça peut arriver. Il y a des cas comme ça de reconversion bien réussis. Et il y a aussi le personnel des prisons. Je pense que quand on préserve une prison, il y a la question d'aujourd'hui. Donc, il y a le bâtiment où ils étaient hébergés, mais il y a aussi les conditions de travail hier et aujourd'hui. À Maurice, c'est très récemment que les policiers ont le droit de se syndiquer, mais avec beaucoup de limitations. Il y a les difficultés à gérer les détenus et la violence du monde carcéral, la formation et la communication. Je ne connais pas le cas réunionnais, mais à Maurice, il y a de plus en plus de policiers qui se suicident. Je ne dis pas que c'est beaucoup, c'est peut-être un par an, mais c'est quand même trop. Donc ça nous fait poser quand même, on se pose des questions sur ce qui se passe dans ce monde-là. Et il y a les liens de ces personnes qui travaillent dans les prisons avec la société civile. Autre question, comment exploiter ces lieux, les sites classés au niveau national des îles Sœurs ? Et on a toujours les impératifs économiques versus les impératifs patrimoniaux et les actions citoyennes. C'est la même chose à La Réunion et à Maurice. La différence, c'est qu'ici, je suis dans une salle. À Maurice, pour se battre, on est souvent sur un camion et avec une micro. Alors, j'ai pris un exemple de ce qui se passe en Australie. Ils ont pu, parce que comme vous savez, en Australie, on y envoyait beaucoup de détenus de l'Angleterre, parce qu'en Angleterre, les prisons étaient surpeuplées. Alors, on les envoyait en Australie. Donc, que font-ils là-bas ? Il y a les visites pour les enfants, les parents ou les accompagnateurs pendant les vacances scolaires, avec des animations pour enfants. Et on leur parle beaucoup des évasions et des mythes de l'océan Indien, peut-être par rapport à Lucky Luke et Leo Dalton, je ne sais pas, mais en tout cas ça les intéresse beaucoup et ça fait rentrer de l'argent pour la préservation du site. Il y a la vie à l'intérieur de la prison. En Australie, visiblement, ce qui intéresse beaucoup les enfants, c'est la nourriture. Donc il y a toute une série d'animations sur la nourriture, les soins médicaux et le transport des prisonniers. Parce que quand même, à l'époque, imaginez le voyage de l'Angleterre pour arriver jusqu'en Australie, le voyage de la France pour arriver jusqu'à La Réunion, pour arriver à Maurice, etc. Et tout ce qui se passe au niveau des cyclones, des bateaux et tout ça, ça intéresse beaucoup les enfants. Et je pense que vous pouvez visualiser tout ce qu'on peut faire avec des animations aujourd'hui et des ordinateurs. Il y a les visites pour Halloween, pour faire peur, parce que c'est un peu sombre, donc ça s'y prête bien. Donc on peut payer, louer, faire des animations. Il y a aussi des soirées rock et d'autres soirées musicales. Et il y a des expositions artistiques sur tous les thèmes. À Maurice, on utilise la prison de Port-Louis, la plus grande prison, pour faire des expositions d'artistes. Alors, faut-il maintenant relier les sites déjà classés aux sites qui sont classés patrimoine mondial de l'humanité? Par exemple, Robben Island, où on avait beaucoup de prisonniers en Afrique du Sud, qui est utilisé et aujourd'hui c'est extrêmement cher. Si vous êtes touriste, c'est aux alentours, si vous voulez faire une visite guidée, de 186 €. J'ai vérifié ce matin. Par contre, en Australie, la Fremantle Prison en Australie, il y a 11 sites
incluant le Fremantle Prison. Et là, c'est très très abordable, aux alentours de 18 à 19 euros pour une visite guidée, pour une visite seule avec guide audio pour expliquer les choses. Donc je pense qu'on doit plutôt se baser sur eux plutôt que sur nous. Prochain. Et donc, étant donné que en Australie et le Robben Island, ce sont des sites classés patrimoine mondial, j'ai voulu savoir sur quels critères. Alors les critères sont simples et ça nous inclut, ça inclut l'île de la Réunion, ça inclut l'île Maurice, ça inclut en fait toutes les colonies, toutes les anciennes colonies. D'abord parce qu'il y avait une forme légale de punition au XVIIIe et au XIXe siècle. Deuxième, les criminels ou ceux incarcérés pour des délits mineurs, il y a la manière de transporter ces criminels et les travaux forcés qu'on faisait faire à grande échelle. Donc ce que je vous ai dit pour Maurice, c'était aussi valable pour eux en Australie. Et il y avait aussi les condamnations politiques. Donc on les exilait au loin. Et ensuite, il y avait le traitement des minorités. Là-bas, c'était les aborigènes. Et ça m'a fait rebondir parce que en Australie, on avait les femmes et les enfants de 9 ans. Je l'ai vu dans la présentation aussi générale sur Juliette Dedu, il y avait des enfants. Et ça m'a fait rebondir sur les fléaux de la société, car les jeunes se sentent marginalisés dans les sociétés au XXe et au XXIe siècle. Et donc, je me suis posé la question si on devait tendre vers un musée de l'océan Indien à l'île de la Réunion, comme vous avez déjà un musée de l'océan Indien pour les instruments de musique, est-ce qu'on ne pourrait pas regrouper, contrairement à la Réunion où on n'a pas encore retrouvé des objets, à Maurice, comme c'est la colonisation et plus tard, la colonisation britannique, on a retrouvé des menottes, on a retrouvé des choses qui concernent la manière d'incarcérer les prisonniers. Et bien sûr, il faudrait faire comme les Australiens, mais nos populations sont beaucoup plus petites. Donc dans le cadre du tourisme Les Îles Vanille, on pourrait penser à des projets inter-îles avec les jeunes pour faire visiter tous ces sites. Et à vous dire sur la manière dont un éducateur, en tout cas moi je suis spécialisée en éducation, comment je perçois la préservation de ces sites et avec d'autres idées qu'on pourrait avoir, donc en faisant payer, pas beaucoup, mais on pourrait arriver à gérer les sites et à les préserver. Voilà, merci. Merci.